La pluie tombait drue ce soir-là, alors que le wagon privé de Richard Dupont approchait la petite gare de Vallée de la Loire. Richard était de ces hommes qui avaient tout ce que l'argent pouvait acheter. Des manoirs, des voitures, des bateaux, vous n'avez qu'à demander. Mais ce soir, quelque chose allait changer sa vie à jamais. Assis dans son costume coûteux, il parcourait des documents commerciaux lorsqu'un détail attira son attention par la fenêtre. Au début, il pensa que ses yeux lui jouaient des tours. Là, sur les voies ferrées, il y avait ce qui ressemblait à un petit paquet. Mais ensuite, ça bougea. « Arrêtez le train !» cria Richard, le cœur battant. À l'instant où le train s'arrêta, il sauta sous la pluie, sans se soucier de son costume de 1 000 € qui se mouillait. Là, gisant sur les voies froides et humides, se trouvait un petit garçon. Il ne devait pas avoir plus de 8 ou 9 ans. Sa tête était complètement chauve et il portait une fine robe d'hôpital trempée. La vue retourna Richard. « Hé, mon pote !» dit Richard doucement, s'agenouillant à côté du garçon. « Ah, comment tu t'appelles » Les yeux du garçon s'ouvrirent. C'étaient les plus beaux yeux bleus que Richard n'ait jamais vus, mais ils étaient remplis d'une telle tristesse. « Thomas » murmura le garçon. « Thomas, que fais-tu ?»« Ici, tout seul ?» demanda Richard, enlevant déjà sa veste de costume pour l'envelopper autour de l'enfant qui grelottait. Les paroles suivantes de Thomas frappèrent Richard comme un coup de poing dans l'estomac. « Ils m'ont abandonné ici. »« Qui t'a abandonné ici ?»« Ma maman et mon papa, » dit Thomas, sa voix à peine un murmure. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient plus payer les traitements. Richard remarqua un morceau de papier froissé dans la petite main de Thomas. Il le prit délicatement et lut les mots qui allaient changer leurs 2 vies à jamais. « Nous ne pouvons plus nous permettre de le garder en vie. S'il vous plaît, que quelqu'un l'aide. Nous sommes désolés. » Pour la première fois de sa vie, Richard ressentit une rage qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il avait conclu des marchés valant des milliards d'euros, affronté les hommes d'affaires les plus coriaces du pays, mais rien ne l'avait jamais mis aussi en colère. Comment pouvait-on abandonner son enfant comme ça? Sans réfléchir à 2 fois, Richard prit Thomas dans ses bras. Le garçon ne pesait presque rien, et Richard pouvait sentir ses os à travers la robe d'hôpital mouillée. « Tu viens avec moi » dit-il fermement. « Pourquoi » demanda Thomas, la confusion claire dans sa voix faible. « Parce que, » dit Richard, le serrant plus fort, « personne ne mérite d'être abandonné comme ça. Et je te le promets, Thomas, tu ne seras plus jamais seul. » Alors que Richard portait Thomas de retour dans son wagon, il savait déjà que sa vie ne serait plus jamais la même. Il avait passé des années à bâtir sa fortune, pensant que l'argent était la chose la plus importante au monde. Mais, en tenant cet enfant abandonné et malade dans ses bras, il réalisa à quel point il avait eu tort. Son assistante Marie haleta en les voyant entrer dans le wagon. « Monsieur Dupont, que se passe-t-il? Appelez le docteur Dubois à l'hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, » ordonna Richard, déposant Thomas délicatement sur le siège en cuir moelleux. « Dites-lui que nous arrivons avec une urgence. Et trouvez-moi tout ce que vous pouvez trouver sur les traitements du cancer chez l'enfant. » Alors que le train changeait de direction vers Paris, Richard s'assit à côté de Thomas, tenant sa petite main. Le garçon s'était endormi, épuisé et malade, mais serrant toujours les doigts de Richard comme une bouée de sauvetage. En regardant le visage paisible de Thomas, Richard fit un vœu silencieux. Il utiliserait chaque centime de sa fortune, s'il le fallait, mais ce garçon aurait le meilleur traitement que l'argent puisse acheter. Plus que cela, il s'assurerait que Thomas ne se sente plus jamais abandonné. Ce que Richard ne savait pas, c'est que ce n'était pas seulement une question de sauver la vie de Thomas. Ce petit garçon, laissé seul sur les voies ferrées, par une nuit pluvieuse, allait lui apprendre ce qui importait vraiment dans la vie. Parfois, les plus grandes bénédictions viennent dans les plus petits paquets. Et parfois, il faut un enfant pour montrer à un homme adulte comment vraiment vivre. Le train fila toute la nuit, les transportant vers Paris, vers l'espoir, vers un avenir qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer quelques heures auparavant. Et quelque part dans l'obscurité, une nouvelle famille naissait. Le lendemain matin, Richard arpentait les couloirs de l'hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, comme un lion en cage. Il n'avait pas dormi de toute la nuit, restant aux côtés de Thomas, jusqu'à ce que les médecins insistent pour qu'il attende dehors pendant qu'ils effectuèrent leurs tests. Son costume habituellement impeccable était froissé et sa cravate pendait mollement autour de son cou. « Monsieur Dupont ?» approcha le docteur Dubois, tenant un épais dossier de dossiers médicaux. « Nous avons terminé les examens initiaux de Thomas. »
Richard se redressa immédiatement. « Comment? Va-t-il » ? « Il a une leucémie aiguë lymphoblastique, » dit le médecin. « C'est avancé mais traitable. Cependant, le plan de traitement serait long et coûteux. » La mâchoire de Richard se serra. « L'argent n'est pas un problème, docteur. Tout ce dont il a besoin, il l'aura. Je veux les meilleurs traitements, les meilleurs spécialistes, quoi qu'il en coûte. » À ce moment-là, une infirmière accourut vers eux. « Docteur Dubois, la police est là. Ils doivent parler du garçon. » 2 détectives descendirent le couloir de l'hôpital. Le plus âgé, le détective Santos, avait des yeux bienveillants, malgré son expression sévère. « Monsieur Dupont, nous devons discuter de la situation avec Thomas Wilson. Abandonner un enfant est un crime grave. Nous recherchons ses parents. » Richard sentit sa colère monter à nouveau. Pour faire quoi? Les mettre en prison? Et Thomas? Il a besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui en ce moment. Le détective Santos le regarda attentivement. « Vous vous portez volontaire, monsieur Dupont? »« Oui, » dit Richard sans hésitation. « Je veux demander une garde d'urgence. » Le plus jeune détective leva les sourcils. « Monsieur Dupont, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes un homme d'affaires célibataire sans expérience de l'éducation des enfants. Les tribunaux pourraient hésiter. »« Je m'en fiche, » le coupa Richard. « Ce garçon en a assez souffert. Je l'ai trouvé, je l'ai sauvé. Et je vais m'assurer qu'il obtienne tout ce dont il a besoin. » Plus tard ce jour-là, Richard s'assit au chevet de Thomas. Le garçon paraissait si petit parmi toutes les machines et les moniteurs, mais un peu de couleur était revenu à ses joues. « Monsieur Dupont ?» dit Thomas doucement. « Appelle-moi Richard, mon pote. »« Richard, vont-ils m'envoyer ailleurs ?» Le cœur de Richard se brisa à la peur dans la voix de Thomas. Il prit la petite main du garçon dans la sienne. « Non, Thomas. Je vais m'assurer que cela n'arrive jamais. En fait, si tu veux, tu pourrais venir vivre avec moi. » Les yeux bleus de Thomas s'écarquillèrent. « Vraiment? Mais ta grande maison et ton travail important, je ne serai pas de trop? Rien n'est plus important que de m'assurer que tu es en sécurité et en bonne santé, » dit Richard fermement. « D'ailleurs, ma maison, c'est beaucoup trop grande pour moi seul. Il faut quelqu'un pour qu'elle ressemble à une vraie maison. » Un petit sourire apparut sur le visage de Thomas, le premier que Richard ait vu. « Je n'ai jamais vécu dans une grande maison auparavant. Eh bien, tu auras ta propre chambre et nous pourrons la décorer comme tu veux. Mais d'abord, nous devons nous concentrer sur ta guérison. » À ce moment-là, Marie entra en portant un grand ours en peluche et quelques livres. Elle avait passé la matinée à acheter des choses qui, selon elle, pourraient remonter le moral de Thomas. « Regarde ce que je t'ai apporté, » dit-elle, plaçant l'ours à côté de Thomas. « Chaque garçon courageux a besoin d'un ami pour lui tenir compagnie. » Thomas serra l'ours dans ses bras, les yeux brillants. « Merci, » murmura-t-il. Richard observa la scène avec une agréable sensation dans la poitrine. Mais leur moment fut interrompu par le bourdonnement de son téléphone. C'était Théodore Lefebvre, le président du conseil d'administration de son entreprise. « Richard, où es-tu? Nous avons la réunion de fusion dans 1 heure. » Richard regarda Thomas qui montrait son nouvel ours à Marie. La décision fut facile. « Annulez-la, dit-il. Annulez toutes mes réunions pour la semaine prochaine. Quelque chose de plus important s'est présenté. Plus important que la fusion Miller. Richard, nous travaillons sur ce marché depuis des mois. Ted, j'ai trouvé un garçon abandonné sur les voies ferrées hier soir. Il a le cancer et je demande une garde d'urgence. Alors oui, c'est plus important que n'importe quelle fusion. » Il y eut un long silence au bout du fil. « Richard, es-tu sûr de ça? Ce n'est pas comme acheter une nouvelle entreprise. C'est une énorme responsabilité. Je n'ai jamais été aussi sûr de rien dans ma vie, » répondit Richard, regardant Thomas s'endormir en serrant son nouvel ours en peluche dans ses bras. Après avoir raccroché, Richard se laissa retomber dans son fauteuil. Son empire commercial pourrait devoir attendre, mais pour la première fois de sa vie, il avait l'impression de faire quelque chose de vraiment significatif. Marie lui sourit. « Tu sais que ça va tout changer, n'est-ce pas ?» Richard hocha la tête. « Oui, et il est temps que les choses changent. J'ai passé toute ma vie à bâtir une fortune. Mais à quoi bon tout cet argent si on ne peut pas l'utiliser pour aider quelqu'un qui en a vraiment besoin ?» Alors que le soleil de l'après-midi pénétrait par la fenêtre de l'hôpital, Richard Dupont, l'homme qui avait tout, réalisa qu'il ne faisait que découvrir ce qui lui manquait depuis toujours, la chance de faire une vraie différence dans la vie de quelqu'un. Les nouvelles se répandent vite dans une petite ville et à la fin de la semaine, tout le monde connaissait l'histoire de Richard Dupont qui avait recueilli un enfant malade.
Les journaux ne se lassaient pas de l'histoire. Un milliardaire sauve un garçon abandonné. Était inscrit en gros sur tous les titres. Mais tout le monde n'était pas content de ce changement soudain dans la vie de Richard. Au siège social de Dupont Industries, un groupe de membres du conseil d'administration s'était rassemblé dans la salle de conférence principale, le visage grave. « C'est ridicule », dit Victor Bernard, le plus ancien membre du conseil. « Richard jette tout ce que nous avons construit à cause d'un enfant qu'il a trouvé sur les voies ferrées. Hall a annulé 3 réunions importantes cette semaine. » Théodore Lefebvre, qui connaissait Richard depuis 20 ans, essaya de calmer les choses. « Maintenant, Victor, ne réagissons pas trop. Richard essaie juste d'aider un enfant malade. » « Aider ? Il demande la garde. » Victor frappa du poing sur la table. « Cette entreprise a besoin d'un leader concentré, pas de quelqu'un qui joue au papa avec un enfant mourant. » À ce moment-là, la porte s'ouvrit. Élisabeth Dupont, la sœur cadette de Richard, entra. Elle portait un costume de créateur coûteux, ses talons hauts claquant sur le sol en marbre. « Eh bien, dit-elle, ses lèvres rouges se courbant en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je pars 2 semaines à Paris et mon cher frère décide d'adopter un cas de charité. Pendant ce temps, à l'hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, Richard rencontrait ses avocats. Thomas dormait paisiblement dans son lit, l'ours en peluche toujours serré dans ses bras. « Monsieur Dupont, dit Sarah Moreau, son avocate. Principal, je dois être honnête avec vous. Obtenir la garde d'urgence ne sera pas facile. Les tribunaux examineront votre emploi du temps, votre manque d'expérience avec les enfants. » « Je m'en fiche de ce qu'il faut, interrompit Richard. Je prendrai du recul par rapport à l'entreprise si je le dois. J'engagerai les meilleures nourrices, les meilleurs tuteurs. Tout ce que les tribunaux voudront voir. Il y a autre chose, dit Sarah, l'air mal à l'aise. Votre sœur Élisabeth a déposé une objection à votre demande de garde. Richard eut l'impression que quelqu'un lui avait donné un coup de poing dans l'estomac. Quoi ? Pourquoi ferait-elle ça ? Elle prétend que vous agissez de manière irrationnelle, que cette décision pourrait nuire à l'entreprise et aux intérêts familiaux. Elle demande une évaluation psychologique. Le visage de Richard devint rouge de colère. Mais avant qu'il ne puisse répondre, ils entendirent une petite voix depuis le lit. « Richard ?» Thomas était réveillé, l'air effrayé. « Tout va bien ?» Richard adoucit immédiatement son expression et alla auprès de Thomas. « Tout va bien, mon pote. Comment te sens-tu ? J'ai un peu mal au ventre, admit Thomas. Mais l'infirmière a dit que je pourrais avoir de la glace plus tard si je mange tout mon déjeuner. » Richard sourit, ébouriffant doucement la tête chauve de Thomas. « Alors nous devons nous assurer que tu manges chaque bouchée. » Après que Thomas se soit rendormi, Richard sortit dans le couloir avec son avocate. « Je veux que vous vous battiez pour ça avec tout ce que nous avons. Élisabeth n'a pas le droit de s'immiscer. »« Richard, » dit Sarah doucement. Peut-être devriez-vous d'abord lui parler, c'est votre sœur. Ce soir-là, Élisabeth se présenta à l'hôpital. Elle portait un sac cadeau coûteux et arborait un sourire fin. « Bonjour, cher frère, » dit-elle, faisant un bisou sur la joue de Richard. « J'ai apporté quelque chose pour ton petit ami. »« Arrête de jouer la comédie, Élisabeth, » dit Richard froidement. « Pourquoi essaies-tu de m'empêcher d'aider ce garçon ?» Le sourire d'Élisabeth disparut. « Parce que tu es fou. Cette entreprise est l'héritage de notre famille. Père l'a construite de rien et maintenant tu veux tout risquer pour un enfant au hasard. Cet enfant au hasard a un nom, dit Richard, la voix tendue de colère. Il s'appelle Thomas et il a besoin de quelqu'un qui se soucie de lui. Oh, s'il te plaît. » Élisabeth leva les yeux au ciel. « Il y a plein d'organismes de bienfaisance auxquels tu pourrais faire un don. Pourquoi dois-tu personnellement l'adopter ? » « Parce que je lui ai fait une promesse, » dit Richard. « Je lui ai promis qu'il ne serait plus jamais seul. » Les yeux d'Élisabeth se rétrécirent. « Tu as toujours été trop mou, Richard, comme mère. Mais je ne te laisserai pas détruire tout ce que père a construit. » Alors qu'elle se retournait pour partir, elle faillit heurter Marie qui apportait le plateau de dîner de Thomas. « Tu sais quoi, Élisabeth ?» lança Richard après elle. « Peut-être que l'héritage de père n'est pas seulement une question d'argent et de pouvoir. Peut-être qu'il s'agit d'utiliser ce que nous avons pour faire une différence dans la vie de quelqu'un. » Élisabeth s'arrêta à la porte, mais ne se retourna pas. « La réunion du conseil a lieu lundi. N'arrive pas en retard. Votre position de PDG. » Après son départ, Marie déposa le plateau et serra l'épaule de Richard. « Ça va ?» Richard regarda Thomas par la fenêtre. Il montrait son ours en peluche à une jeune infirmière. « Oui, ça ira ?»
Je n'aurais jamais pensé que ma propre sœur tenterait de m'empêcher de faire ce qui est juste. Parfois, dit Marie avec sagesse, ce qui est juste est la chose la plus difficile à faire. C'est comme ça que vous savez que c'est juste. Richard hocha la tête, redressant les épaules. Il avait un combat devant lui, non seulement pour la santé de Thomas, mais pour le droit d'être sa famille. Mais en regardant le petit garçon courageux qui avait déjà tant traversé, Richard savait qu'il n'abandonnerait jamais. La réunion du conseil de lundi allait être intéressante, très intéressante en effet. Le lundi matin arriva avec des nuages noirs au-dessus de Paris. Richard se tenait devant son immeuble de bureau, se redressant la cravate. Il n'avait pas voulu laisser Thomas à l'hôpital, mais cette réunion déciderait de tout. « Je resterai avec lui », avait promis Marie. « Aller combattre ces requins. » La montée en ascenseur jusqu'au dernier étage lui sembla plus longue que d'habitude. Lorsque Richard entra dans la salle de réunion, toutes les têtes se tournèrent pour le regarder. Elisabeth était assise au bout de la table, arborant un sourire triomphant. « Ah, cher frère, dit-elle gentiment, c'est gentil de vous joindre à nous. » Victor Bernard se racla la gorge. « Richard, nous avons convoqué cette réunion d'urgence parce que nous sommes préoccupés par vos récentes décisions. » Richard s'assit, le visage calme. « Vous voulez dire ma décision d'aider un enfant malade ? Votre décision de demander la garde d'un garçon inconnu, » corrigea Elisabeth. « Une décision qui nous a déjà coûté la fusion Miller. »« La fusion Miller n'est pas morte, » dit Richard. « Elle est simplement retardée. »« Retardée ?» Victor se leva, le visage rouge. « Richard, vous avez manqué 3 réunions cruciales. Notre action a baissé de 5 points depuis que cette histoire a été publiée. Les investisseurs sont nerveux. » Elisabeth sortit un épais dossier. « Nous avons préparé un document exposant nos préoccupations. Le Conseil estime que votre jugement a été compromis par cette situation émotionnelle. » Richard regarda autour de la table les visages qu'il connaissait depuis des années. Certains ne pouvaient pas le regarder dans les yeux. D'autres semblaient sympathiques mais effrayés. « Avant que vous ne votiez tous, dit Richard calmement, je veux vous montrer quelque chose. » Il sortit son téléphone et joua une vidéo. C'était Thomas, assis dans son lit d'hôpital la veille, essayant de manger de la soupe avec des mains tremblantes, mais déterminé à le faire lui-même. « C'est Thomas, dit Richard. Il a 8 ans. Il a le cancer. Ses parents l'ont abandonné sur une voie ferrée parce qu'ils ne pouvaient pas payer son traitement. Oui, je vais l'aider. Si cela me rend inapte à être PDG à vos yeux, alors soit. » Théodore Lefebvre, qui était resté silencieux jusqu'à présent, prit la parole. « Richard, personne ne remet en question votre bonté, mais cette entreprise emploie des milliers de personnes. Nous avons une responsabilité envers elles aussi. »« Et qu'apprenons-nous à ces milliers de personnes ?» demanda Richard. « Que le profit compte plus que la vie humaine, que nous devons abandonner quelqu'un dans le besoin parce que cela pourrait nuire à notre cours de bourse ?» Elisabeth frappa la table de la main. « Arrêtez d'être si dramatique. Il ne s'agit pas d'abandonner. Vous pourriez payer son traitement, créer un fonds fiduciaire, tout ce que vous voulez. Mais la garde, être père, ce n'est pas vous, Richard. Comment savez-vous qui je suis ?» La voix de Richard était d'acier. « Vous avez passé les 10 dernières années à Paris, ne vous montrant que pour les réunions du conseil et les fêtes. Vous ne me connaissez pas du tout. » À ce moment-là, le téléphone de Richard sonna. C'était Marie. Son cœur s'arrêta lorsqu'il vit son nom. « Marie, qu'est-ce qui ne va pas ?» Sa voix tremblait. « Richard, il faut que vous reveniez. Thomas a de la fièvre, les médecins sont inquiets. » Richard se leva si vite que sa chaise tomba. « J'arrive, nous n'avons pas fini ici », lui lança Elisabeth. Richard se retourna à la porte. « Si, nous l'avons fait. Vous pouvez me faire voter si vous voulez. Mais en ce moment, il y a un petit garçon qui a plus besoin de moi que cette entreprise. » Il courut vers l'ascenseur, le cœur battant. Derrière lui, il entendait Théodore appeler le conseil à l'ordre. À l'hôpital, Richard trouva la chambre de Thomas pleine de médecins et d'infirmières. Le petit garçon brûlait de fièvre, le visage rouge. « Que s'est-il passé ?» demanda Richard. Le docteur Dubois avait l'air grave. « Son corps combat le traitement. Nous devons ajuster ses médicaments, mais c'est risqué. » Les yeux de Thomas s'ouvrirent. « Richard ?» Sa voix était à peine un murmure. « Vous êtes revenu ?»« Bien sûr que je suis revenu. » Richard s'assit à côté de lui, prenant sa petite main. « Je reviendrai toujours. »« Monsieur Dupont » interrompit une infirmière. « Quelqu'un de votre bureau est là.
Richard ne se retourna même pas. « Dites-leur de partir. »« En fait, dit la voix de Théodore Lefebvre, je pense que vous voudrez entendre ça. » Richard leva les yeux. Théodore se tenait dans l'embrasure de la porte, ayant l'air quelque peu embarrassé. « Le conseil a voté, dit-il. Vous êtes toujours PDG, à une condition. »« Quelle condition ?»« Que vous nous laissiez vous aider, sourit Théodore. Nous avons créé une fondation au nom de Thomas. Pour les autres familles qui ne peuvent pas se permettre un traitement, le conseil la supervisera pendant que vous... Eh bien, pendant que vous vous concentrez sur le fait d'être un père. » Pour la première fois ce jour-là, Richard sentit des larmes aux yeux. Il regarda Thomas, qui s'était endormi d'un sommeil agité. « Tu entends ça, mon pote ?» murmura-t-il. « Nous allons aussi aider les autres enfants. Personne d'autre n'aura à traverser ce que tu as vécu. » Devant la chambre, le soleil finit par percer les nuages. Parfois, même dans les moments les plus sombres, la lumière trouve un moyen de briller. Et parfois, il faut le courage d'un enfant pour apprendre à une salle pleine d'adultes ce qui compte vraiment dans la vie. Les quelques semaines qui suivirent furent un véritable montagne russe d'émotions. La fièvre de Thomas finit par tomber, mais la chimiothérapie le laissa plus faible que jamais. Richard quitta à peine l'hôpital, dirigeant son entreprise depuis un ordinateur portable dans la chambre de Thomas. Un matin, Richard dormait, dans le fauteuil à côté du lit de Thomas, lorsqu'un remue-ménage dans le couloir le réveilla. La voix d'une femme se disputait avec les infirmières. « J'ai le droit de le voir, je suis sa mère. » Le sang de Richard glaça. Il se leva juste au moment où une femme mince aux yeux fatigués repoussa les infirmières et entra dans la chambre. Elle s'arrêta net lorsqu'elle vit Richard. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle. « Je suis Richard Dupont, dit-il froidement. Je suis celui qui a trouvé votre fils sur les voies serrées. » La femme, Suzanne Martin, sursauta à ces mots. Son mari apparut derrière elle, ayant l'air tout aussi épuisé. « Nous avons vu les nouvelles, » dit Suzanne, la voix tremblante. « À propos de la fondation, à propos de votre désir de l'adopter. Et maintenant vous êtes revenu ?» La voix de Richard était glaciale. « Maintenant que quelqu'un d'autre paie son traitement ?»« Vous ne comprenez pas, » s'intervint le père de Thomas. « Nous avons tout perdu en essayant de payer ses médicaments. Notre maison, nos économies, nous pensions. Vous pensiez que le laisser mourir était la solution ?» Richard se plaça entre eux et le lit de Thomas. « Sortez, s'il vous plaît, » supplia Suzanne. « C'est notre fils. Nous étions désespérés. » Une petite voix vint du lit. « Maman ?» Thomas était éveillé, ses yeux bleus grands ouverts, confus et blessé. Suzanne se précipita en avant, mais Richard ne bougea pas. « Thomas, mon chéri, » pleura-t-elle. « Nous sommes tellement désolés. » Thomas regarda ses parents, puis Richard, puis de nouveau ses parents. Sa lèvre inférieure tremblait. « Vous m'avez abandonné. » Ces trois mots, prononcés si doucement, frappèrent tous ceux qui étaient dans la pièce comme un coup physique. « Nous ne voulions pas, » dit son père, « mais nous n'avions pas les moyens. »« Arrêtez. » Richard l'interrompit. « N'essayez même pas de justifier ce que vous avez fait. Savez-vous ce qui aurait pu lui arriver cette nuit-là? Si ce train était arrivé quelques minutes plus tôt. » Thomas se mit à pleurer, de grosses larmes silencieuses coulant sur ses joues. Richard alla immédiatement vers lui, mettant un bras protecteur autour de ses épaules. « Je pense que vous devriez partir, » dit Richard au Martin. « Mes avocats vous contacteront. »« Vos avocats ?» Les yeux de Suzanne se rétrécirent. « Vous nous menacez ?»« Non, Madame Martin. Je vous promets que je ferai tout en mon pouvoir pour que Thomas soit en sécurité et pris en charge. Ce que vous n'avez pas réussi à faire. » À ce moment-là, le docteur Dubois entra. Il observa la scène d'un coup d'œil et vérifia rapidement les moniteurs de Thomas. Son rythme cardiaque est élevé. Je vais devoir demander à tout le monde, sauf Monsieur Dupont, de partir. Thomas a besoin de repos. Après le départ des parents de Thomas, Richard s'assit au bord du lit, tenant l'enfant qui pleurait. « Ils sont revenus, » murmura Thomas. « Mais pas parce qu'ils me voulaient. Ils sont revenus à cause de vous. » Le cœur de Richard se brisa. « Thomas, regarde-moi. Ce qu'ils ont fait était mal. Rien ne peut l'excuser. Mais tu as des gens qui t'aiment. Maintenant, moi, Marie, même le vieux Théodore Grincheux du conseil, nous sommes tous là pour toi. » Thomas s'essuya les yeux. « Puis-je encore vivre avec vous, même s'ils sont revenus? Mon pote, rien ne pourrait m'empêcher d'être ton père. Ni le conseil, ni tes parents, ni personne. Nous sommes une famille maintenant. »
Plus tard dans la soirée, Marie les trouva tous les deux endormis sur le lit de Thomas. Richard était toujours en costume, Thomas blotti contre sa poitrine avec son ours en peluche. Elle prit discrètement une photo avec son téléphone. « C'est pour quoi faire ?» demanda Richard, ouvrant un œil. « Pour quand le juge demandera pourquoi vous devriez avoir la garde ?» dit-elle doucement. Certaines choses ne peuvent pas s'expliquer avec des mots. Le lendemain matin, les avocats de Richard arrivèrent avec des nouvelles. Les Martin contestaient la demande de garde. Ils ont affirmé qu'ils n'avaient laissé Thomas que parce qu'ils n'avaient pas le choix, et maintenant que la Fondation paierait son traitement, ils le voulaient de retour. « Sur mon cadavre !» grogna Richard. Sarah Moreau, son avocate, avait l'air inquiète. « Richard, ce sont ses parents biologiques. Les tribunaux ont tendance à privilégier la réunification. Ils l'ont abandonné pour le laisser mourir, » dit Richard. « Ils ont laissé leur enfant malade sur des voies ferrées sous la pluie. Quel juge le leur renverrait? Nous allons nous battre, promit Sarah. Mais vous devez être préparés. Cela pourrait devenir laid. » Richard regarda par la fenêtre Thomas, qui prenait sa leçon quotidienne d'échecs avec Théodore. L'ancien membre du conseil avait commencé à rendre visite tous les jours, apprenant à Thomas le jeu et lui apportant des livres sur les parties d'échecs célèbres. « Je me fiche de ce que ça devient laid, » dit Richard. « Ce garçon est mon fils maintenant, de toutes les manières qui comptent, et je ne laisserai personne lui faire du mal à nouveau. » Sarah hocha la tête, la compréhension dans les yeux. « Alors, nous ferions mieux de nous préparer pour le combat de notre vie, parce que ses parents n'abandonneront pas facilement, surtout pas avec l'argent de la Fondation en jeu. »« Qu'ils essayent, » dit Richard, regardant Thomas rire de quelque chose que Théodore a dit. « Certaines choses valent la peine de se battre, et certaines personnes valent la peine de se battre pour tout le monde. » La bataille pour la garde était sur le point de commencer, et elle mettrait à l'épreuve non seulement la détermination de Richard, mais aussi la force de Thomas et la loyauté de tous ceux qui les entouraient. Mais comme Marie l'avait dit, parfois les combats les plus difficiles sont ceux qui valent le plus la peine d'être gagnés. L'audience de garde était fixée dans 2 semaines. Richard passa chaque instant libre avec ses avocats, construisant leur dossier. Mais plus important encore, il passa chaque instant possible avec Thomas, dont la santé commençait enfin à s'améliorer. « Vos numérations sanguines s'améliorent », dit le docteur Dubois lors de leur examen matinal. « Le nouveau protocole de traitement fonctionne. » Thomas sourit faiblement. Il avait perdu du poids, mais ses yeux étaient plus brillants. « Est-ce que ça veut dire que je peux bientôt rentrer à la maison ?» Le médecin regarda Richard. « En fait, oui. Je pense que nous pouvons le renvoyer la semaine prochaine, à condition qu'il vienne tous les jours pour les traitements. » Le cœur de Richard bondit. Il s'était préparé à ce moment. « Thomas, tu veux voir quelque chose de spécial ?» Il sortit sa tablette et montra à Thomas des photos d'une chambre. Un grand espace lumineux aux murs bleus, un lit immense avec une parure de lit système solaire et des étagères remplies de livres et de jouets. Les yeux de Thomas s'écarquillèrent. « C'est ta chambre, » dit Richard fièrement, « si tu aimes. » Marie a aidé à la concevoir. Il y a même un télescope près de la fenêtre pour que tu puisses regarder les étoiles. Thomas toucha l'écran du doigt tremblant. Je n'ai jamais eu ma propre chambre auparavant. Nous avons toujours vécu dans de petits appartements. Sa voix s'éteignit, et Richard sut qu'il pensait à ses parents. Les Martin avaient essayé de rendre visite tous les jours, mais Thomas refusait de les voir. Juste à ce moment-là, Elisabeth entra dans la chambre. Elle avait l'air différente, moins polie, plus humaine en quelque sorte. « Bonjour Thomas, dit-elle doucement. Je suis la sœur de Richard, ta tante, Elisabeth. » Thomas la regarda avec suspicion. Richard se tendit, prêt à lui demander de partir, mais quelque chose dans son expression l'arrêta. Elisabeth sortit une petite boîte de son sac de créateur. « Je t'ai apporté quelque chose. Il appartenait à notre père. » À l'intérieur de la boîte se trouvait une vieille montre de poche dorée et brillante. « Père a donné ça à Richard lorsqu'il a obtenu son diplôme universitaire, » expliqua Elisabeth. « Mais je pense que tu devrais l'avoir maintenant. » Richard regarda sa sœur sous le choc. Cette montre était l'un des biens les plus précieux de leur père. Thomas prit soigneusement la montre, ses petits doigts traçant la gravure. « Elle est magnifique, Elisabeth, » dit Richard, la voix épaisse d'émotion. « Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ?» Elle s'assit, lissant nerveusement sa jupe. « Je vous ai regardé ces dernières semaines, la façon dont tu es avec lui. » Elle s'assit, lissant nerveusement sa jupe.
Tu me rappelles comment papa était avec nous avant que l'entreprise ne prenne le dessus sur sa vie. Elle regarda Thomas. J'avais tort de m'opposer à cela, vous deux appartenez ensemble. À ce moment-là, Marie surgit dans la pièce, le visage pâle. Richard, allume la télévision. Maintenant. Au journal télévisé, Suzanne Martin accordait une interview, les larmes coulant sur son visage. Il essaie d'acheter notre fils, sanglota-t-elle. Monsieur Dupont pense qu'il peut voler notre enfant simplement parce qu'il a de l'argent. Mais Thomas appartient à sa vraie famille. Le journaliste se tourna vers la caméra. Des sources affirment que la fondation Dupont, qui promet de payer pour les traitements du cancer de Thomas Martin, pourrait retirer son offre si la garde n'est pas accordée à Richard Dupont. Ce milliardaire utilise-t-il son argent pour manipuler une famille désespérée? Plus d'informations sur cette histoire. Richard éteignit la télévision, les mains tremblant de rage. C'est un mensonge. La fondation n'a rien à voir avec l'affaire de garde. Bien sûr que non, dit Elisabeth sèchement. Et je vais le prouver. Elle sortit son téléphone et composa un numéro. Janet, organisez-moi une conférence de presse. Maintenant. Il est temps que tout le monde connaisse la vérité sur les Martin. Thomas avait l'air effrayé. Richard, qu'est-ce qui va se passer? Richard s'assit sur le lit et serra Thomas contre lui. Rien ne va changer, mon pote. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent à la télévision, mais ils ne peuvent pas changer la vérité. Et la vérité, c'est que tu es mon fils maintenant. Elisabeth les observa, les yeux tendres. Tu sais quoi? Je pense que je vais témoigner. À l'audience. Le juge devrait savoir quel genre d'homme est vraiment mon frère. Marie sourit. La toute-puissante Elisabeth Dupont, admettant qu'elle avait tort. Voilà ce que j'appelle un miracle. Ce soir-là, après que Thomas se fut endormi, Richard retrouva Elisabeth à la cafétéria de l'hôpital Necker-Enfants Malades, Paris. « Merci », dit-il simplement. Elle remua son café. « Tu sais, j'étais tellement occupé à essayer de protéger l'héritage de papa que j'ai oublié ce qu'était vraiment cet héritage. Il ne s'agissait pas seulement de l'entreprise, il s'agissait de la famille, de faire ce qui est juste. Mieux vaut tard que jamais, sourit Richard. Les Martin n'abandonneront pas facilement, prévint Elisabeth. Cette interview n'était que le début. Qu'ils essayent, dit Richard. Ils ont peut-être la carte de la sympathie, mais nous avons quelque chose de mieux. Quoi? La vérité. Et plus important encore, nous avons Thomas. Ce garçon a plus de force dans son petit doigt qu'ils n'en ont dans tout leur corps. Comme sur commande, son téléphone vibra avec un message de Marie. C'était une photo de Thomas, endormi profondément, avec la montre de poche serrée dans sa main. Elisabeth regarda la photo et sourit. « Tu sais quoi? Pour la première fois depuis des années, je pense que papa serait fier de nous. Tous les deux. L'audience de garde était encore dans une semaine, mais quelque chose avait changé. Les frères et sœurs Dupont étaient à nouveau unis, plus forts que jamais. Et cette fois, ils ne se battaient pas pour l'argent ou le pouvoir. Ils se battaient pour l'amour, pour la famille, pour un petit garçon qui avait réussi à guérir non seulement ses propres blessures, mais aussi les leurs. Le jour où Thomas a quitté l'hôpital était ensoleillé. Richard avait tout parfaitement organisé. La maison était prête, une équipe d'infirmières privées était en attente, et Marie avait rempli la cuisine de tous les aliments préférés de Thomas. « Prêt pour rentrer à la maison, mon pote ?» demanda Richard, aidant Thomas à s'installer dans son fauteuil roulant. Le règlement de l'hôpital exigeait que les patients partent en fauteuil roulant, même si Thomas insistait sur le fait qu'il pouvait marcher. « Oui. » Thomas rayonnait, serrant son ours en peluche et la montre de poche d'Elisabeth. Mais son sourire s'estompa. « Tu resteras avec moi ou dois-tu aller travailler? »« Je suis tout à toi, » lui assura Richard. « J'ai libéré mon emploi du temps pour toute la semaine. » Alors qu'ils traversaient le couloir de l'hôpital, des infirmières et des médecins sortirent pour leur dire au revoir. Thomas était devenu le patient préféré de tous au cours des derniers mois. « N'oubliez pas votre contrôle demain », leur rappela le docteur Dubois, « et appelez immédiatement si quelque chose ne va pas. » Juste au moment où ils atteignirent l'entrée de l'hôpital, ils virent Suzanne et Jacques Martin debout là. Thomas se tendit immédiatement. « S'il vous plaît, » fit Suzanne en s'avançant. « Nous voulons juste parler. » Richard sentit la main de Thomas se serrer plus fort dans la sienne. « Pas maintenant, » dit-il fermement. « C'est censé être une journée heureuse. C'est notre fils. » La voix de Jacques Martin s'éleva. « Vous ne pouvez pas nous le garder pour toujours. »
Plusieurs personnes dans le hall se retournèrent pour regarder. Thomas commença à trembler. « En fait, je le peux. » La voix de Richard était d'acier. « Il y a une ordonnance de protection en place jusqu'à l'audience. Ou vos avocats ont-ils oublié de le mentionner ?» Elisabeth, qui attendait près de la voiture de Richard, s'avança. « Je vous suggère de partir avant que j'appelle la sécurité. Et si vous essayez un autre coup médiatique, souvenez-vous, j'ai la preuve de ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. » Les Martin reculèrent, mais Suzanne lança « Thomas, mon chéri, nous t'aimons. Nous nous battons pour... » « Toi ?» Thomas enfouit son visage dans la veste de Richard. Richard pouvait le sentir pleurer silencieusement. Le trajet du retour fut silencieux. Thomas regardait par la fenêtre, observant les rues de Paris céder la place à l'avenue bordée d'arbres où vivait Richard. « Waouh !» chuchota Thomas lorsqu'ils arrivèrent devant le manoir. « C'est comme un château. »« Attends de voir l'intérieur, » sourit Elisabeth. Elle était devenue une visiteuse régulière, déterminée à compenser son opposition initiale en étant la meilleure tante possible. Marie attendait à la porte. « Bienvenue à la maison, Thomas !» La maison avait été transformée. Des ballons colorés flottaient partout et une banderole disait « Bienvenue à la maison, Thomas !» en lettres brillantes. Mais le meilleur était le groupe de personnes qui attendaient à l'intérieur. Théodore du conseil d'administration, Sarah l'avocate, même certaines des infirmières qui étaient devenues des amies. « Vous avez fait tout ça pour moi ?» demanda Thomas avec émerveillement. « Bien sûr que oui », dit Théodore brutalement, essayant de cacher à quel point il était ému. « Maintenant, qui est prêt pour une partie d'échecs ?» L'après-midi fut parfaite. Thomas mangea, plus qu'il ne l'avait fait depuis des semaines, joua aux échecs avec Théodore et montra sa nouvelle chambre à tout le monde. Mais le soir, il était épuisé. Alors que Richard le couchait dans son nouveau lit, Thomas demanda doucement « Richard, puis-je te poser une question ? N'importe quoi, mon pote. Pourquoi sont-ils revenus ? Mes parents, ils ne me voulaient pas avant. Pourquoi me veulent-ils maintenant ?» Richard s'assit au bord du lit, choisissant ses mots avec soin. Parfois, les gens font de terribles erreurs. Et parfois, lorsqu'ils réalisent leurs erreurs, ils veulent les réparer. Mais cela n'efface pas ce qu'ils ont fait. Penses-tu qu'ils m'aiment vraiment ? Je pense qu'ils le font à leur manière, dit Richard honnêtement. Mais l'amour ne se résume pas seulement aux sentiments, Thomas. Il s'agit d'action. Il s'agit d'être là, quoi qu'il arrive. Thomas resta silencieux pendant un long moment. Comme tu l'es, comme je le serai toujours. Même si je retombe malade, même si tu tombes malade 100 fois, tu es mon fils maintenant, Thomas. Rien ne changera jamais cela. Thomas toucha la montre de poche sur sa table de chevet. Elisabeth a dit que cette montre appartenait à ton père. Comment était-il ? Richard sourit. Il était dur, mais juste. Il a construit son entreprise à partir de rien, mais il n'a jamais oublié ce qui importait le plus. La famille. C'est pourquoi Elisabeth t'a donné la montre. Cela signifie que tu fais maintenant partie de notre famille. J'aime faire partie de ta famille, bâilla Thomas. Même si Elisabeth est un peu effrayante parfois. Richard rit. Ne t'inquiète pas, elle est beaucoup plus gentille maintenant. Je pense que tu as fait fondre son cœur de glace. Après que Thomas se fut endormi, Richard retrouva Elisabeth et Marie dans la cuisine. Il est enfin endormi, dit-il en acceptant une tasse de café. Ça t'a été une grande journée. L'audience est dans 3 jours, leur rappela Sarah. Les avocats des Martin ont déposé une nouvelle requête aujourd'hui. Ils prétendent que nous les avons contraints à abandonner Thomas, en leur faisant croire qu'il n'avait pas d'autre choix pour son traitement. « C'est ridicule », s'exclama Marie. « Ils ne connaissaient même pas Richard, ni la fondation lorsqu'ils l'ont. »« Abandonné, nous allons nous battre », dit Elisabeth fermement. « J'ai engagé des enquêteurs privés. Ils ont trouvé des choses intéressantes sur le passé des Martin, des choses que le juge devrait connaître. » Richard semblait préoccupé. « Je ne veux pas les détruire, Elisabeth. Ils sont toujours les parents de Thomas. »« Non. » La voix d'Elisabeth était tranchante. « Tu es le parent de Thomas. Ils ont perdu ce droit au moment où ils l'ont abandonné sur ces voies ferrées. Et je vais m'assurer que tout le monde le sache. » Plus tard dans la nuit, Richard alla voir Thomas une dernière fois. Le garçon dormait paisiblement, la lune éclairant sa fenêtre et le télescope qu'il n'avait pas encore eu le temps d'essayer. « Doux rêve, fils », murmura Richard. Demain, ils affronteraient d'autres batailles, mais ce soir, en ce moment, tout était parfait. La veille de l'audience de garde, une tempête s'abattit sur Paris. Le tonnerre grondait dans le ciel, alors que Richard était
assis dans son bureau à la maison, passant en revue les derniers détails avec Sarah. « Les avocats des Martin ont été occupés », dit Sarah en étalant des documents sur son bureau. « Ils ont brossé un beau tableau, de pauvres parents travailleurs contraints de faire un choix impossible, tandis que le riche homme d'affaires intervient pour voler leur enfant. »« Ce n'est pas vrai », grogna Richard. « Ils déforment tout. » Un coup de tonnerre fit vibrer les fenêtres. Quelques instants plus tard, Thomas apparut à la porte du bureau, pâle et tremblant. « Richard, puis-je rester avec toi ?» La tempête. « Viens ici, mon pote. » Richard ouvrit les bras et Thomas courut vers lui. « Tu n'aimes pas le tonnerre ?» Thomas secoua la tête, se blottissant contre la poitrine de Richard, alors qu'un autre coup de tonnerre grondait dehors. Dans notre ancien appartement, les fenêtres tremblaient beaucoup pendant les tempêtes. Maman et papa travaillaient généralement tard, donc j'étais seul. Le cœur de Richard se serra. Il regarda Sarah par-dessus la tête de Thomas, et elle hocha la tête, comprenant. Chaque détail sur la vie passée de Thomas renforçait leur dossier. « Tu n'es plus jamais seul », promit Richard, le tenant près de lui. « Hé, tu veux voir quelque chose de cool ?» Il conduisit Thomas à la grande baie vitrée. « Compte avec moi après chaque éclair. 1, 2, 3. Boum ! Tu vois ? Le tonnerre a retenti 3 secondes après l'éclair. Cela signifie que la tempête est à environ 5 km. Elle s'éloigne de nous. » Les yeux de Thomas s'écarquillèrent. « Vraiment ? Comment le sais-tu ? Mon père m'a appris cette truc quand j'avais ton âge. J'avais aussi peur des orages. » Ils passèrent l'heure suivante à compter les secondes entre les éclairs et les tonnerres, observant la tempête s'éloigner de plus en plus. Finalement, Thomas s'endormit sur les genoux de Richard. « Le juge doit voir ça, » dit Sarah doucement, les regardant. Voilà à quoi ressemble une vraie éducation. Le lendemain matin se leva clair et lumineux. Richard aida Thomas à s'habiller avec un nouveau costume que Marie avait acheté spécialement pour le tribunal. « Souviens-toi, » dit Richard en redressant la cravate de Thomas, « tu n'as qu'à dire la vérité. C'est tout ce que l'on peut demander. Devrais-je leur parler? À mes autres parents? Seulement si tu le veux. Le juge pourrait te poser des questions, mais je serai juste là. » Élisabeth arriva, élégante dans un tailleur marine. Prêt pour la bataille, les garçons? Le palais de justice de Paris était bondé. La nouvelle de la bataille pour la garde s'était répandue et les journalistes se pressaient sur les marches. Richard protégea Thomas des caméras, le précipitant à l'intérieur. Les Martin étaient déjà là avec leurs avocats. Suzanne portait une robe simple et aucun maquillage, ressemblant à une mère qui se débattait. Jacques avait troqué ses vêtements de travail habituels pour un costume qui semblait un peu trop grand. « Levez-vous », appela l'huissier lorsque la juge Martinez entra. La matinée fut un défilé de témoins. Les avocats des Martin firent appel à des témoins de moralité, leurs pasteurs, leurs voisins, les anciens professeurs de Thomas. Tous ont parlé de ce qu'ils avaient été de bons parents avant que Thomas ne tombe malade. Puis ce fut leur tour. Sarah appela d'abord le docteur Dubois. « En 30 ans de pratique, me témoigna-t-il, je n'ai jamais vu un cas d'abandon médical aussi grave. L'enfant a été laissé dans des conditions mettant sa vie en danger, déjà affaibli par sa maladie. » Élisabeth témoigna ensuite, la voix ferme. « Mon frère a changé depuis l'arrivée de Thomas dans sa vie. Il ne fournit pas seulement un soutien financier, il est là pour chaque traitement, chaque cauchemar, chaque étape importante. C'est ce qu'un vrai père fait. » Pendant une pause, Richard retrouva Thomas dans le couloir du palais de justice avec Marie. « Ça va, mon pote ?» Thomas hocha la tête courageusement. Élisabeth était vraiment bonne. Elle a fait pleurer maman. Richard soupira. Malgré tout, cela le blessait de voir Thomas souffrir. Parfois, la vérité est douloureuse, mais c'est toujours la vérité. Après le déjeuner, ce fut au tour des Martin de témoigner. « Nous étions désespérés, » sanglota Suzanne. « Les factures s'accumulaient. Nous avions perdu notre maison, nos économies. Nous pensions que s'ils le laissions à l'hôpital, ils seraient obligés de l'aider. Mais vous ne l'avez pas laissé à l'hôpital. » La voix de Sarah coupa la salle d'audience. « Vous l'avez laissé sur des voies ferrées, sous la pluie, avec une fièvre de 39,4 degrés. Aimeriez-vous expliquer ce choix au tribunal ?» Jacques Martin s'effondra. « Nous ne pensions pas clairement. Nous avons juste... Nous ne pouvions pas le regarder mourir lentement parce que nous n'avions pas les moyens de le sauver. Et maintenant ?» pressa Sarah. « Maintenant que quelqu'un d'autre paie pour son traitement, vous le voulez de retour. »« Ça est notre fils !» cria Suzanne. «
Nous avons fait une terrible erreur, mais nous l'aimons. » Finalement, ce fut le tour de Thomas. Le juge lui parla en privé dans son cabinet, seuls les avocats étant présents. Lorsqu'ils sortirent, Thomas courut directement vers Richard. Le juge Martinez déclara une suspension jusqu'au lendemain matin pour rendre sa décision. Cette nuit-là, personne ne put dormir. « Et s'il gagne ?» demanda Thomas d'une petite voix tandis que Richard le couvrait. « Et si je dois retourner chez eux ?» Le cœur de Richard se brisait, mais sa voix était ferme. « Écoute-moi, Thomas. Quoi qu'il arrive demain, tu seras toujours mon fils. Toujours. Et je ne cesserai jamais, jamais de me battre pour toi. » Thomas sortit sa montre de poche, la serrant fort. « Promis ? Promis. De tout mon cœur. » Alors que Richard quittait la chambre de Thomas, il trouva Elisabeth dans le couloir. « Il a terriblement peur, » dit Richard. Elisabeth lui serra l'épaule. « Le juge a vu comme il est avec toi. Elle a vu comment il fuit les Wilson et court vers toi. Ça doit compter pour quelque chose. »« Ça doit, » acquiesça Richard, « parce que je ne peux pas le perdre, Elisabeth. Je ne le peux tout simplement pas. Demain apporterait soit la joie, soit le chagrin. » Mais pour ce soir, Richard resta assis sur la chaise près du lit de Thomas, le regardant dormir, comptant les heures jusqu'à ce qu'ils connaissent leur sort. Le matin de la décision du juge fut le plus long de la vie de Richard. Thomas toucha à peine à son petit déjeuner, poussant ses œufs sur son assiette tout en serrant sa montre de poche de l'autre main. « À quelle heure devons-nous être au tribunal ?» demanda-t-il pour la 3e fois. « 9 heures, » répondit Richard patiemment. « Nous avons amplement le temps. » Elisabeth arriva tôt portant une pile de journaux. Son visage était inquiet alors qu'elle tirait Richard à part. « La couverture médiatique n'est pas bonne, » chuchota-t-elle. « Ils nous dépeignent comme les méchants, milliardaires contre parents démunis et le titre partout. »« Je me fiche des titres, » dit Richard. « Je ne me soucie que de Thomas. » À ce moment-là, Marie entra en courant, le visage pâle. « Richard, allume la télévision. Maintenant. » Sur toutes les chaînes d'information, Jacques Martin donnait une conférence de presse sur les marches du palais de justice de Paris. Il avait l'air fatigué et sincère, sa voix brisée d'émotion. « Nous avons fait une terrible erreur, » disait-il. « Nous étions noyés sous les dettes, regardant notre fils mourir parce que nous n'avions pas les moyens de le sauver. Nous avons atteint notre point de rupture, mais l'abandonner était une faute, et nous passerons le reste de nos vies à nous en excuser. Tout ce que nous demandons, c'est une chance de redevenir une famille. » Thomas se tenait dans l'embrasure de la porte, regardant la télévision. Son visage était impassible, mais ses mains tremblaient. « Ils mentent, » dit-il, doucement. « Ils n'ont pas craqué, ils l'avaient planifié. » Tout le monde se tourna pour le regarder. « Que veux-tu dire, mon chéri ?» demanda Marie doucement. « Le soir où ils m'ont abandonné, » la voix de Thomas tremblait. « Je les ai entendus parler. Papa a dit que l'assurance ne paierait plus. Maman a dit que si on m'abandonnait dans un endroit public, des gens riches auraient pitié de moi et m'aideraient. Ils ont attendu la nuit. Ils ont roulé pendant des heures, cherchant le bon endroit. » Richard eut des nausées. Le visage d'Elisabeth était devenu blanc de rage. Même Marie, qui essayait toujours de voir le meilleur chez chacun, avait l'air horrifiée. « Thomas, » intervint Sarah, l'avocate. Elle était arrivée juste à temps pour entendre ces paroles. « Pourquoi ne nous as-tu pas dit cela avant ?» Thomas baissa les yeux sur ses chaussures. « Je ne voulais pas m'en souvenir et je ne voulais pas qu'ils aient des problèmes. Ce sont toujours mes parents. » Richard s'agenouilla devant lui. « Thomas, regarde-moi. Ce qu'ils ont fait était mal. Non seulement t'abandonner, mais le planifier ainsi. Tu n'as plus besoin de les protéger. »« Puis-je le dire au juge ?» demanda Thomas. Avant qu'elle ne décide, Sarah était déjà au téléphone. « J'appelle son cabinet en ce moment même. » 1 heure plus tard, ils étaient de retour au tribunal. Les Martin avaient l'air confiants en entrant, mais leurs visages se fermèrent lorsqu'ils virent Thomas assis à la barre des témoins. « Thomas, » dit le juge Martinez avec gentillesse, « je comprends que tu aies quelque chose à dire à la cour ?» La voix de Thomas était faible mais claire alors qu'il décrivait cette nuit-là, le long trajet dans l'obscurité, la façon dont sa mère avait embrassé son front et murmuré « Quelqu'un te trouvera ». Le bruit de leur voiture s'éloignant. Suzanne Martin se mit à pleurer, sanglotant de façon incontrôlable. Jacques Martin se mit la tête entre les mains. Le visage du juge était impassible pendant qu'elle écoutait. Lorsque Thomas eut fini,
Elle appela les deux équipes juridiques dans son cabinet. L'attente sembla interminable. Enfin, tout le monde fut rappelé. La voix du juge Martinez résonna dans la salle d'audience silencieuse. En toutes mes années sur le banc, je n'ai jamais vu une affaire comme celle-ci. Les Martin affirment avoir agi par désespoir. Mais le témoignage de Thomas révèle un plan calculé pour abandonner leur enfant dans l'espoir que sa situation attire des bienfaiteurs fortunés. Ce ne fut pas un moment de faiblesse, c'était une mise en danger d'enfant préméditée. Elle fit une pause, regardant directement Thomas. « Jeune homme, aucun enfant ne devrait jamais avoir à vivre ce que tu as vécu, mais de cette terrible situation, quelque chose de remarquable s'est produit. Tu as trouvé quelqu'un qui t'aime inconditionnellement, qui fait passer tes besoins en premier, qui a créé un véritable foyer pour toi. » Richard retint sa respiration. La Cour juge que les droits parentaux des Martin sont par la présente révoqués. La garde pleine et entière est accordée à Richard Dupont, le processus d'adoption devant commencer immédiatement. La salle d'audience explosa. Thomas se jeta sur Richard qui le prit dans ses bras, tous deux pleurant librement maintenant. « C'est fini », chuchota Richard. « Tu es mon fils, pour toujours. » Élisabeth pleurait aussi, embrassant Marie. Sarah rayonnait. Même Théodore, qui était venu pour leur apporter son soutien, s'essuyait les yeux. Le cri de Suzanne Martin interrompit la célébration. « Non, vous ne pouvez pas prendre notre fils, Madame Martin. » La voix du juge Martinez était nette. « Votre fils a été pris en charge par Monsieur Dupont pendant que vous et votre mari étiez occupés à jouer les victimes pour les médias. La Cour recommande également que des poursuites pénales soient engagées pour mise en danger d'enfants et abandon. » Officier, 2 policiers s'avancèrent alors que Jacques et Suzanne Martin étaient emmenés menottes au poignet. Thomas les regarda partir, son visage collé contre la poitrine de Richard. « Je ne voulais pas qu'ils aillent en prison. Je sais, mon pote. » Richard lui caressa les cheveux. « C'est parce que tu as un bon cœur. Mais parfois, les gens doivent faire face aux conséquences de leurs actes. » Devant le palais de Den Medicinum, justice de Paris, les journalistes les encerclèrent, mais Élisabeth les gérait comme une professionnelle. « Aujourd'hui, la justice a été rendue, » annonça-t-elle. Et plus important encore, une famille a été officialisée, la famille Dupont. Ce soir-là, ils organisèrent un dîner de célébration à la maison. Théodore apporta un nouvel échiquier pour Thomas. Marie fit son gâteau au chocolat préféré. Élisabeth annonça qu'elle rentrait à Paris définitivement pour être plus près de son neveu. Alors que Richard couchait Thomas ce soir-là, le garçon était presque trop excité pour dormir. « Puis-je changer de nom ?» demanda-t-il. « En Dupont ?» Richard sourit à travers ses larmes. « Bien sûr que tu peux. Dès demain matin, nous commencerons les démarches. Et tu es vraiment mon père maintenant? Pour toujours et à jamais ?»« Pour toujours et à jamais, » promit Richard. « Quoi qu'il arrive. » Thomas leva sa montre de poche. « Alors ça m'appartient vraiment maintenant, parce que je fais vraiment partie de la famille. »« Tu l'as toujours été, » dit Richard, « dès l'instant où je t'ai trouvé. Le juge vient de l'officialiser. » Après que Thomas se soit finalement endormi, Richard se tint à la fenêtre de sa chambre, regardant les étoiles. Demain, il serait confronté à de nouveaux défis. Le traitement en cours de Thomas, le processus d'adoption, l'attention des médias. Mais ce soir, tout était parfait. Ce soir, ils étaient officiellement ce qu'ils étaient dans leur cœur depuis des mois, père et fils. 1 an s'était écoulé depuis l'audience de garde. Les jardins du domaine Dupont étaient remplis de fleurs et de rires, alors que les invités arrivaient pour une célébration très spéciale, le jour de l'adoption officielle de Thomas. L'année écoulée n'avait pas été facile. Le traitement de Thomas avait été difficile, avec des revers et des moments effrayants. Mais tout au long de cette épreuve, Richard ne l'avait jamais quitté. Et enfin, il y a 3 mois, ils ont reçu la nouvelle qu'ils attendaient avec prière. Thomas était en rémission. « Qu'un papa !» appela Thomas depuis la fenêtre de sa chambre. « Quand est-ce que les gens arrivent ?» Richard sourit en entendant ce mot. « Papa !» Cela lui faisait toujours faire un saut de cœur chaque fois que Thomas le disait. « Bientôt, mon pote. Es-tu prêt ?» Thomas Dupont, officiellement Théodore Thomas Dupont à partir d'aujourd'hui, portait un costume assorti à celui de son père. Ses cheveux avaient repoussé épais et noirs, et ses joues étaient roses de santé. La montre de poche pendait fièrement de la poche de son gilet. « Presque, » répondit Thomas. « Tante Élisabeth m'aide avec ma cravate. »
Elisabeth était devenue une personne différente au cours de l'année écoulée. Non seulement elle était revenue de Paris, mais elle avait également pris la direction de la Fondation Dupont, qui aidait désormais des centaines de familles à payer les traitements contre le cancer de leurs enfants. Marie apparut aux côtés de Richard, portant un énorme gâteau. Peux-tu croire le chemin parcouru? Richard regarda Thomas descendre les escaliers, sa tante le suivant plus gracieusement derrière lui. Parfois, cela semble un rêve. Cette nuit-là sur les voies ferrées semble si lointaine. Et parfois, dit Elisabeth en redressant une dernière fois la cravate de Thomas, les meilleurs rêves sont ceux qui se réalisent. Les invités commencèrent à arriver. Théodore arriva le premier portant un jeu d'échecs emballé, bien que Thomas ait depuis longtemps appris à le battre au jeu. Le docteur Dubois arriva avec plusieurs infirmières qui avaient soigné Thomas pendant ses séjours à l'hôpital. Sarah apporta les derniers documents d'adoption, officiellement prêts à être signés. Même certains membres du conseil d'administration, qui s'étaient initialement opposés à la décision de Richard, vinrent célébrer, conquis par la façon dont Thomas avait transformé non seulement la vie de Richard, mais toute la culture de l'entreprise. La Fondation Dupont était devenue aussi importante que leurs marges bénéficiaires. « Papa », Thomas tira la manche de Richard, « puis-je montrer à tout le monde mon nouveau télescope, s'il te plaît ?» Après la cérémonie, promit Richard. Le télescope avait été un cadeau pour célébrer la rémission de Thomas. Un vrai télescope professionnel qui leur permettait de passer des heures à explorer les étoiles ensemble. Alors que tout le monde se rassemblait dans le jardin, le juge qui avait accordé la garde à Richard il y a 1 an se tenait prêt à finaliser l'adoption. Mais d'abord, Richard avait quelque chose à dire. Il y a 1 an, commença-t-il, la voix épaisse d'émotion, j'étais un homme différent. Je pensais que le succès signifiait de l'argent à la banque et du pouvoir dans la salle du conseil. Puis une nuit de pluie, j'ai trouvé quelque chose de plus précieux que toute ma richesse. J'ai trouvé mon fils. Thomas lui sourit, les yeux brillants. Thomas, continua Richard, tu n'es pas seulement devenu mon fils. Tu m'as appris ce que signifie être un père. Tu m'as montré que la vraie richesse ne se compte pas en euros. Elle se compte en moments, en parties d'échecs et en histoires au coucher, en se tenant la main pendant les moments difficiles et en célébrant les bons moments. Elisabeth essuya ses larmes alors que Richard s'agenouillait devant Thomas. Alors aujourd'hui, nous ne faisons pas que l'officialiser sur papier. Nous célébrons la famille que nous avons choisi d'être, la famille que nous sommes déjà dans nos cœurs. Thomas jeta ses bras autour du cou de Richard. « Je t'aime, papa. » Il n'y avait pas un œil sec dans le jardin lorsqu'ils signèrent les papiers. Le juge Martinez sourit chaleureusement en faisant sa proclamation finale. En vertu du pouvoir qui m'est conféré, je déclare par la présente l'adoption terminée. Félicitations, monsieur Dupont. Et félicitations, Théodore Thomas Dupont. Le jardin éclata d'applaudissements. Marie sortit le gâteau et Théodore installa l'échiquier. Elisabeth commença à raconter à tout le monde les derniers projets de la fondation. C'était un chaos parfait, le genre que seule une famille peut créer. Plus tard dans la soirée, alors que la fête se terminait, Richard trouva Thomas à son télescope. « Regarde, papa !» s'exclama-t-il. « On peut voir Jupiter ce soir. » Richard regarda dans le télescope, se souvenant de la faiblesse de Thomas il y a 1 an. Maintenant, il était fort, en bonne santé, et officiellement un Dupont. « Papa ?» dit Thomas pensivement. « Penses-tu qu'il y a d'autres enfants comme moi, peureux et seuls ?»« Probablement, » dit Richard honnêtement. « C'est pourquoi nous avons la fondation maintenant. » Thomas resta silencieux un instant. « Quand je serai grand, je veux les aider, comme tu m'as aidé. » Richard serra son fils dans ses bras. « Tu les aides déjà, mon pote. Ton histoire donne de l'espoir aux gens. Et parfois, l'espoir est le médicament le plus important de tous. » À l'intérieur de la maison, Elisabeth montrait à Marie de vieilles photos de famille, maintenant mises à jour pour inclure Thomas. Théodore somnolait dans un fauteuil, une partie d'échecs à moitié finie devant lui. À travers la fenêtre, les premières étoiles apparaissaient dans le ciel qui s'assombrissait. « Fais un vœu, » dit Richard, pointant une étoile filante. Thomas secoua la tête, souriant. « Je n'ai pas besoin de le faire, j'ai déjà tout ce que j'ai toujours souhaité. » Richard regarda son fils, ce garçon courageux et gentil qui avait changé sa vie de tant de façons. Parfois, les plus grands cadeaux arrivent à des moments inattendus. Parfois, les pires nuits apportent les aurores les plus brillantes. Et parfois, une nuit de pluie sur des voies ferrées, on trouve non seulement un enfant à sauver,
mais une âme à guérir la sienne. « Moi aussi, fils », chuchota Richard, serrant Thomas contre lui alors qu'ils regardaient ensemble les étoiles. « Fancy, Sanskati. Makustame, moi aussi. » Au-dessus d'eux, le ciel nocturne étincelait de possibilités. Chaque étoile rappelant que même dans les moments les plus sombres, la lumière trouve le moyen de briller. Et dans le jardin du domaine Dupont, un père et un fils se tenaient ensemble, le cœur rempli de la plus grande richesse de toutes, l'amour de la famille.